Savane ouest-africaine, fin d'après-midi. Le soleil, boule de feu orangé, glisse majestueusement derrière les collines ondulantes recouvertes de terre rouge et sèche. Le ciel se transforme en une vaste toile de couleurs. L'orange intense se mêle au violet profond, tandis que des traînées dorées s'étendent jusqu'à l'horizon infini. Les acacias centenaires, avec leurs troncs tordus par le temps et leurs branches squelettiques, se détachent du ciel telles des sentinelles silencieuses. Leurs feuilles fanées dansent au gré du vent, produisant un murmure ancestral qui résonne à travers la plaine. L'harmattan, un vent chaud, soulève de fines volutes de poussière rougeâtre, charriant avec lui le parfum de la terre sèche et de l'herbe dorée. Des troupeaux de chèvres décharnées paissent parmi les buissons épineux, menés par de jeunes bergers qui chantent des mélodies traditionnelles. Au loin, les tambours d'une cérémonie traditionnelle résonnent doucement, se mêlant aux chants mélancoliques des griots qui préservent les histoires du peuple. Le bruit des ou frappant la terre aride résonne jusqu'aux villages voisins, où quelques femmes travaillent encore dans leurs petits potagers, profitant des derniers rayons du soleil. Les vautours planent en cercle paresseux dans le ciel, portés par les courants thermiques provenant de la terre qui se réchauffe. L'air vibre sous la chaleur résiduelle du jour, créant des mirages dansants à l'horizon lointain. EXT village de Koundara soirée. Le petit village s'étend organiquement dans le paysage, comme s'il avait surgi de la terre rouge elle-même. Des maisons en adobe rouge, aux murs lisses façonnés à la main par des générations d'artisans qualifiés, s'alignent en cercle concentrique autour d'un gigantesque baobab au centre de la place. Le tronc massif de cet arbre sacré est si large que 10 hommes se tenant la main ne pourraient l'embrasser pleinement. Les toits de chaume doré, noués de fibres de palmier selon des techniques ancestrales, brillent doucement dans la pénombre. Chaque maison raconte une histoire à travers ses décorations. Des calebasses peintes accrochées aux murs, des tissus colorés flottant aux portes, des motifs géométriques gravés dans l'argile encore humide pendant la construction. Les enfants courent entre les maisons, leurs voix joyeuses résonnant dans l'air tandis qu'ils jouent avec des ballons de chiffon et de paille, des poupées en bois sculpté et des jeux traditionnels gravés dans la terre. Des femmes en boubou coloré, tissus vibrants bleu indigo extraits de plantes locales, jaune moutarde de graines d'acacia et rouge terreux issus des minéraux de la région, conversent en petits groupes, tenant des gourdes en équilibre sur leur tête avec une grâce naturelle héritée de leurs ancêtres. Les anciens s'assoient à l'ombre du baobab, partageant des histoires et décidant des affaires de la communauté, leurs voix graves se mêlant au bourdonnement constant de la vie quotidienne. Les poules errent librement entre les maisons, à la recherche de graines et d'insectes, tandis que des chiens maigres se reposent à l'ombre, essoufflés par la chaleur. L'odeur du bois brûlé et des épices exotiques, gingembre sauvage, piment, feuilles de baobab séchées flottent dans l'air épais, se mêlant aux doux arômes du maïs grillé sur des braises, du lait de chèvre frais et du savon traditionnel fabriqué à partir de cendres et de graisse animale. Un sentier étroit, marqué par des empreintes humaines et des sabots d'animaux, serpente à travers une végétation clairsemée jusqu'aux abords du village. Des buissons épineux bordent le chemin, ainsi que des plantes médicinales que les guérisseurs locaux récoltent à certaines phases de la lune. Des pierres rougeâtres marquent des points de repère, certaines ornées de petites offrandes laissées par les voyageurs, poignées de maïs, fleurs sauvages séchées, petits objets personnels. Les bruits du village s'estompent peu à peu, remplacés par les sons naturels de la savane. Les grillons qui entament leur symphonie nocturne, les cris lointains des hyènes, le bruissement des petits rongeurs dans la végétation sèche. EXT. Maison Aïssatou, soirée. À la périphérie du village, légèrement isolée des autres habitations, se dresse une modeste maison, construite avec fierté et soin. Ses murs d'argile rouge ont été récemment lissés avec un mélange d'argile, de bouse de vache et de fibres végétales, une technique transmise de mère en fille de génération en génération. Des motifs géométriques traditionnels ont été gravés près de l'entrée principale, symbole de protection contre les mauvais esprits, de prospérité pour la famille et de fertilité pour la terre. Le petit jardin, méticuleusement aménagé, abrite un potager résistant à la sécheresse. Des gombos aux fleurs jaunes, du manioc aux larges feuilles qui captent la rosée du matin, du millet doré se balançant doucement au vent, et quelques plantes médicinales soigneusement cultivées. Une petite clôture en bambou tressé protège les plantes des animaux errants, chèvres curieuses, poules qui grattent, et de temps en temps, antilopes descendant des collines à la recherche d'eau. Des courges séchées de différentes tailles sont suspendues à une structure en bois construite par son défunt mari, oscillant doucement au vent telles des cloches silencieuses marquant le passage du temps. Certaines sont décorées de perles colorées et de fils de coton, les transformant en objets à la fois fonctionnels et artistiques. Un petit autel extérieur, construit en pierre de rivière lisse, se dresse près de l'entrée. Il est recouvert de simples offrandes aux ancêtres, des poignées de céréales, des fleurs séchées et une petite gourde remplie d'eau fraîche renouvelée quotidiennement. Un margousier offre une ombre partielle,
ses feuilles étant réputées pour éloigner les insectes et purifier l'air. INT. Maison d'Essatou, nuit. L'intérieur de la maison révèle un espace où chaque objet a été placé avec intention et sens. Les épais murs en adobe maintiennent la fraîcheur le jour et la chaleur la nuit. Ils sont décorés de textiles traditionnels, d'épagne hérités de la mère et de la grand-mère dont chaque motif évoque des histoires de lignée familiale, des moments importants comme les naissances et les mariages, et des symboles de protection spirituelle. Des nattes de paille finement tressées recouvrent le sol en terre battue, polies jusqu'à l'éclat. Tissées de mains de famille, elles arborent chacune des motifs uniques qui identifient l'artisan. De petites calebasses sculptées et décorées servent de contenants pour diverses céréales, maïs, sorgho, millet ainsi que pour de précieuses épices et herbes médicinales, soigneusement séchées et conservées. Des pots en argile de différentes tailles, façonnés par des potiers locaux réputés pour leur savoir-faire, sont disposés dans un coin dédié. Chaque pot a sa fonction, certains pour cuire les céréales, d'autres pour faire bouillir les herbes, et un pour préparer les boissons cérémonielles. Essatou, une femme de 42 ans dont la beauté sereine a été façonnée par les expériences profondes de la vie, se déplace dans la maison avec des gestes précis mais mélancoliques. Sa peau sombre brille à la lumière dorée et dansante de la lampe à huile de palme, extraite des palmiers qui poussent dans les vallées humides près de la rivière. Elle porte un boubou bleu, délavé par le temps et les lavages de la rivière, mais toujours aussi beau grâce aux broderies dorées sur les manches de délicats motifs d'oiseaux et de fleurs qui représentent le dernier cadeau qu'Issa lui a offert avant son départ pour la guerre qui allait dévaster la région. Ses yeux expressifs, profonds comme des puits anciens, sont encadrés de petites cicatrices rituelles sur ses tempes, 3 fines lignes de chaque côté, marquant son appartenance ethnique et infligée lors de la cérémonie de transition. Ces marques, aujourd'hui effacées par le temps, véhiculent une profonde tristesse mêlée à la force tranquille qui l'a soutenue pendant des années d'attente et d'incertitude. Ses mains, calleuses à force de cultiver la terre aride, d'aller chercher l'eau au puits commun et de moudre le grain sur la pierre, bougent avec une délicatesse surprenante tandis qu'elle remue le mil qui bout dans un pot en terre cuite sur des braises soigneusement entretenues. Chaque mouvement est une danse apprise depuis l'enfance, une chorégraphie familiale transmise de génération en génération. Le feu danse dans le petit foyer circulaire creusé à même le sol, alimenté par des brindilles sèches, de la bouse de vache, et parfois, quelques morceaux de bois précieux réservés aux grandes occasions. Les flammes projettent des ombres qui dansent sur les murs, tels des esprits ancestraux jouant entre le visible et l'invisible. Une fumée aromatique s'élève lentement vers une ouverture soigneusement conçue au plafond, emportant avec elle les prières silencieuses d'Aïssatou et les arômes des plats en préparation. Dans un coin privilégié de la pièce, soigneusement à l'écart des activités quotidiennes, sur un petit autel improvisé drapé de tissu blanc tissé à la main et décoré de perles bleues pour éloigner le mal, repose un djembé magnifiquement sculpté. Sa peau de chèvre, tendue par des cordons de cuir tressé, scintille dans la pénombre dorée, reflétant la lumière de la lampe telle une surface sacrée. Les sculptures complexes sur son bois de lanque, un arbre considéré comme sacré dans la région, racontent des histoires visuelles de chasses fructueuses, de batailles gagnées, de célébrations des récoltes et de rituels de mariage. Il s'agit manifestement d'un instrument sacré, chargé non seulement de souvenirs personnels, mais aussi d'un pouvoir spirituel accumulé au fil des ans lors d'importantes cérémonies. Autour de lui, les petits objets personnels d'Issa ont été soigneusement disposés. Un bracelet en cuir, des perles de verre colorées, un petit couteau aux manches sculptées qu'il utilisait pour sculpter le bois. Essatou cesse de remuer le mil et, inévitablement, son regard se tourne à nouveau vers le tambour, comme chaque soir depuis 5 longues années. Ses yeux se remplissent de larmes retenues par une volonté qui la soutient jour après jour. Elle murmure une prière en fulfulde, le dialecte local qu'elle a appris de la famille de son mari, ses paroles se mêlant au crépitement envoûtant des flammes et au doux bouillonnement du mil en train de cuire. Issa, mon cœur, ma vie, ma moitié perdue. Où marches-tu en cette nuit venteuse et porteuse de présages? Tes ancêtres te guident-ils en toute sécurité sur les chemins de l'au-delà? Ton âme a-t-elle trouvé la paix, ou erre-t-elle encore sans repos, cherchant le chemin du retour? Le vent souffle plus fort dehors, faisant légèrement grincer la porte en bois sur ses gonds de cuir. Les ombres dansent avec plus d'intensité sur les murs, s'étirant et se contractant comme des êtres vivants. L'espace d'un instant, comme suspendu dans le temps, l'air même de la maison semble chargé de présence invisible, comme si les esprits des ancêtres s'approchaient pour témoigner d'une chose importante. La flamme de la lampe vacille sans raison apparente, créant des jeux d'ombre et de lumière qui évoquent des visages familiers. Essatou sent un frisson lui parcourir l'échine, non pas de peur, mais de reconnaissance spirituelle. Quelque chose est sur le point de se produire. Les signes sont tous là pour qui sait les interpréter. Soudain,
3 coups doux et respectueux résonnent sur la porte en bois sculptée par Issa lui-même durant les premiers mois de leur mariage. Frappe, frappe, frappe. Le son est faible, presque hésitant, mais clairement intentionnel et chargé de sens. Ce n'est pas un coup précipité ou agressif, mais le toucher de quelqu'un qui comprend les protocoles de courtoisie et respecte le caractère sacré du foyer après le coucher du soleil. Aissatou se figea complètement. Sa main s'immobilisa en plein vol, tenant toujours la cuillère en bois poli par un usage constant. Son cœur battait fort dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Dans la culture locale, rares étaient les visiteurs qui arrivaient après le coucher du soleil. C'était considéré non seulement comme irrespectueux, mais aussi potentiellement dangereux, car la nuit appartient aux esprits et aux forces que les vivants ne peuvent totalement contrôler. Elle s'approche de la porte d'un pas prudent, le cœur battant à chaque seconde qui passe. Le sol en terre battue, poli par des années de pas, est silencieux sous ses pieds nus. Les planches de bois de la porte semblent vibrer légèrement à chaque battement de son cœur. Qui frappe à la porte d'Aïssatou alors que les ancêtres ont déjà pris possession de la nuit? Quelle urgence amène un voyageur chez une veuve après le coucher du soleil derrière les collines? Une voix rauque, mais étrangement familière par son ton respectueux, répond de l'extérieur. L'homme parle le dialecte local, mais avec l'accent caractéristique de quelqu'un qui a parcouru de nombreux pays lointains, assimilant différentes manières de prononcer les mots sacrés. Mère au cœur généreux, je ne suis qu'un voyageur fatigué dont les pas m'ont conduit loin de chez moi. La lune n'est pas encore tout à fait levée, et je me suis égaré parmi les sentiers qui se croisent dans l'obscurité. Pourriez-vous me donner un peu d'eau pour apaiser ma gorge? Elle est aussi sèche que l'harmattan qui souffle du désert. Aissatou hésite, la main tremblant légèrement sur la serrure en bois sculpté. Son cœur bat si fort qu'elle est sûre de l'entendre à l'extérieur. Elle se souvient des paroles sévères de sa grand-mère, une femme sage qui a traversé bien des périodes difficiles. La nuit amène des anges et des démons déguisés en voyageurs. C'est au cœur pur et à l'esprit alerte de savoir les distinguer. Mais alors, comme une voix venant directement du monde spirituel, la phrase qu'Issa répétait toujours résonne dans son esprit, surtout pendant les périodes difficiles où la sécheresse sévissait dans la région et où les ressources étaient rares. Ma chère épouse, mon âme sœur, fermer la porte à un voyageur assoiffé, c'est aussi fermer la porte aux ancêtres qui errent entre les mondes la nuit. L'hospitalité est plus que de la courtoisie, c'est une loi sacrée qui nous relie aux dieux et aux esprits gardiens. Aïssatou prend une grande inspiration, ressentant presque physiquement la présence spirituelle d'Issa à ses côtés, comme une main chaude qui lui touche l'épaule et lui redonne courage. D'un geste délibéré, elle retire lentement le lourd cadenas en bois. La porte s'ouvre dans un léger grincement, révélant un homme de taille moyenne, mais dont la présence transcende ses dimensions physiques. Ses traits sont marqués par l'expérience et la souffrance, mais son regard conserve une lueur intérieure qui témoigne d'une dignité préservée malgré l'adversité. Sa peau était brûlée et érodée par le soleil implacable de nombreuses routes, marquée de petites cicatrices qui racontent des histoires silencieuses de batailles survécues, de blessures guéries sans soins médicaux appropriés et de la lente corrosion qu'une vie difficile laisse sur le corps humain. Chaque marque est un chapitre d'une biographie écrite dans la chair. Ses yeux sont d'une profondeur extraordinaire, tels des puits anciens qui reflètent non seulement la lumière de la lampe, mais aussi des décennies d'expérience accumulées. Ils portent en eux la sagesse acquise dans la douleur, la compassion développée par la souffrance personnelle, et une étrange familiarité qu'Aissatou ne peut identifier immédiatement, mais qui résonne au plus profond de son âme. Il porte des vêtements simples mais dignes, une tunique de coton, autrefois blanche et neuve, aujourd'hui tachée par la poussière rougeâtre des innombrables sentiers parcourus, tachée par la sueur des marches sous un soleil de plomb, mais toujours propre et soigneusement raccommodée. Ses sandales de cuir, usées jusqu'à l'oubli par le frottement constant contre les rochers et la terre, remplissent pourtant encore leur fonction première, protéger ses pieds. Sur son épaule, un petit sac en cuir tanné contient toutes ses affaires, probablement quelques effets personnels, peut-être des vêtements de rechange, des remèdes traditionnels contre le mal des transports. Ce sac est petit car un voyageur apprend à n'emporter que l'essentiel. Il y a quelque chose chez lui qui transcende complètement le physique. Une aura presque palpable de quelqu'un qui a servi de messager entre des mondes lointains, de quelqu'un qui a porté des mots importants à travers des territoires dangereux, de quelqu'un qui est devenu un pont vivant entre des gens séparés par la géographie et les circonstances. Que la paix éternelle des ancêtres et la protection des esprits bienveillants soient sur cette maison et sur tous ceux qui l'habitent, mère au cœur généreux. En parlant, il joint les paumes devant sa poitrine, un geste de profond respect, universel chez les habitants de la région. Ses mouvements sont lents, réfléchis et non menaçants.
Essatou observe ses yeux dans la lumière dorée de la lampe et perçoit quelque chose qui la rassure immédiatement. Une honnêteté fondamentale, une transparence impossible à simuler. Quelque chose dans son esprit, peut-être une intuition forgée par des années de solitude et de réflexion, lui dit que cet homme ne représente aucun danger. Entre, fils de la route, voyageur des sentiers lointains. L'hospitalité est une loi sacrée sur cette terre bénie par les ancêtres, et aucun voyageur honnête ne sera refusé à ma porte. Le voyageur entre dans la maison avec des gestes empreints de respect et de révérence pour les coutumes locales. Il retire machinalement ses sandales usées en entrant, conformément à la tradition ancestrale qui considère la maison comme un espace sacré, préservé des souillures du monde extérieur. Ses pieds, calleux et marqués par des milliers de kilomètres parcourus, effleurent le sol poli avec la délicatesse de celui qui comprend profondément le sens des rituels d'hospitalité. Il s'agenouille gracieusement sur une natte colorée aux motifs qui raconte l'histoire de la famille d'Aïssatou, adoptant une posture qui exprime une humilité sincère sans être servile. Les mains posées sur ses genoux, il attend patiemment que l'hôtesse lui offre de l'eau, respectant ainsi le protocole régissant les rencontres entre inconnus. Aïssatou se déplace dans la maison avec des gestes appris depuis l'enfance. Elle prend une calebasse spéciale, réservée aux visiteurs, décorée de perles colorées et de fils de coton qui forment des motifs symboliques d'accueil et de protection spirituelle. La calebasse a été sculptée par son propre père et polie par des décennies d'usage cérémoniel. Elle le remplit soigneusement d'eau fraîche puisée dans un grand pot en terre cuite, placé dans la partie la plus fraîche de la maison. L'eau est épuisée au puits communautaire à l'aube et filtrée grâce à un système traditionnel de pierre, de charbon de bois et de sable fin, une méthode de purification transmise de génération en génération qui élimine non seulement les impuretés physiques, mais aussi les énergies négatives. Bois lentement, fils des chemins lointains. L'eau de la nuit doit être savourée comme une bénédiction divine, car elle apporte non seulement vie au corps, mais aussi paix à l'esprit. Le voyageur reçoit la calebasse les deux mains tendues, geste qui témoigne de la générosité du donateur et exprime sa gratitude non seulement par des mots, mais aussi par un langage corporel plus profond que n'importe quel discours. Il soulève légèrement la calebasse, comme pour l'offrir à ses ancêtres invisibles, avant de la porter à ses lèvres. Il boit lentement, les yeux fermés, comme s'il savourait non seulement l'eau, mais l'essence même de la vie qu'elle représente. Chaque gorgée est délibérée, consciente, empreinte de respect pour la simplicité du geste et la générosité qui l'a rendu possible. Tout en buvant, son regard parcourt cette demeure humble mais accueillante, s'imprégnant des détails qui témoignent de la personnalité et de l'histoire de ceux qui y vivent. Il scrute les tissus aux murs, les pots rangés, les tapis colorés, s'imprégnant de l'œil exercé de celui qui a appris à déchiffrer les histoires que les objets racontent à leurs propriétaires. Puis son regard se pose sur l'autel où repose le djembé, et son visage se métamorphose en une succession rapide d'expressions. Surprise sincère, reconnaissance immédiate et une profonde émotion qui semble jaillir du plus profond de son âme. Ses traits subissent des changements subtils mais perceptibles, tels des nuages qui traversent la pleine lune. Ce tambour. Je l'ai déjà vu. J'ai entendu son son résonner dans les nuits noires. Essatou sent le monde s'arrêter autour d'elle. Sa respiration s'accélère involontairement, et un étrange frisson lui parcourt l'échine malgré la chaleur de la nuit. Son cœur s'emballe comme si elle avait reconnu quelque chose d'important avant même que son esprit puisse pleinement saisir le sens des mots. Que veux-tu dire, étranger dont j'ignore encore le nom? Ce tambour sacré appartient à ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père l'a sculpté de ses propres mains alors qu'il était encore un jeune chasseur. Mon père en jouait lors de chaque rituel important de sa vie. Et mon mari. Sa voix se brise légèrement sur le dernier mot, chargé d'une douleur que 5 ans n'ont pas réussi à atténuer complètement. Mon mari y jouait les nuits de pleine lune, lorsque les esprits des ancêtres sont les plus proches du monde des vivants. Le voyageur abaisse lentement la calebasse, les yeux fixés sur le tambour comme s'il voyait un fantôme bien-aimé. Lorsqu'il parle enfin, sa voix est chargée d'une émotion impossible à simuler. Issa. Il s'appelait Issa, fils de Mamadou, petit-fils d'Abdoulaye. Il jouait de ce tambour les nuits au camp, lorsque la peur et le mal du pays menaçaient de saper le moral des hommes qui combattaient loin de leur famille. Le monde s'arrête littéralement pour Aïssatou. La calebasse glisse de ses mains tremblantes et tombe sur le tapis moelleux, répandant les dernières gouttes d'eau qui se répandent lentement sur le tissu comme des larmes. Son cœur bat si fort qu'elle le sent pulser dans chaque partie de son corps, dans ses tempes, son cou, ses poignets. Comment est-il possible que tu connaisses mon mari? Comment connais-tu les noms de son père et de son grand-père? Qui es-tu, voyageur des routes lointaines?
Le voyageur se lève lentement, ses mouvements empreints de révérence, comme s'il s'approchait d'un autel sacré. Il avance vers le tambour d'un pas qui semble flotter au-dessus du sol, ses mains tremblant légèrement sous l'effet d'une émotion qu'il peine à maîtriser. « Permettez-moi de vous montrer quelque chose qui prouvera mes paroles, mère au cœur généreux. » Il désigne des encoches spécifiques sur le corps du tambour, des caractéristiques que seule une personne très familière avec l'instrument pourrait connaître en détail. Voyez-vous ces motifs, sculptés dans le bois sacré de l'Ankh? Ce léopard bondissant au-dessus du croissant de lune, les pattes tendues comme pour voler? Issa les a réalisés pendant la 2e semaine de notre campagne militaire, alors que nous campions près du fleuve Gambie. Il disait que le léopard vous représentait, fort et courageux comme le léopard protégeant ses petits, beau et mystérieux comme la lune guidant les voyageurs perdus dans l'obscurité. Les larmes coulent sur le visage d'Aïssatou comme la pluie après une longue sécheresse. Ses jambes tremblent et elle s'appuie contre le mur d'adobe pour ne pas s'évanouir. Les marques sur le tambour qu'il décrit sont exactement celles qu'il dit. Elle les connaît par cœur, pour y avoir passé des heures à les contempler durant ces années de solitude. Et celui-ci, poursuit le voyageur en désignant une autre sculpture complexe, cet oiseau aux ailes déployées, comme s'il volait vers le soleil? Il l'a sculpté à la veille de la bataille de Koundougou, la dernière grande offensive avant la fin de la guerre. Il disait que s'il mourait dans cette bataille, son âme retournerait chez elle tel un oiseau migrateur, se frayant un chemin à travers les étoiles jusqu'au cœur de la femme qu'il aimait. Les larmes d'Aïssatou coulent désormais librement, portant 5 années de douleurs refoulées, 5 années de questions sans réponse, 5 années d'espoir se transformant peu à peu en acceptation douloureuse. Vous avez vraiment combattu aux côtés de mon mari? Avez-vous partagé avec lui les dangers de la guerre, la faim dans les camps, la peur du combat? Le voyageur se tourne vers elle, et ses propres larmes brillent à la lumière de la lampe. Ce ne sont pas seulement des larmes de tristesse, mais de soulagement, celui de pouvoir enfin tenir une promesse qu'il porte comme un fardeau sacré depuis toutes ces années. J'ai combattu à ses côtés pendant 2 années entières, sœur de cœur. J'ai partagé avec lui non seulement la pluie qui trempait nos uniformes et la faim qui torturait nos estomacs vides, mais aussi ses rêves pendant les nuits blanches, ses peurs murmurées dans l'obscurité, son espoir de retrouver sa femme bien-aimée une fois tout terminé. Il s'arrête, prend une profonde inspiration pour contrôler l'émotion qui menace de le submerger complètement. Je l'ai vu crier ton nom lors des nuits les plus féroces de la bataille, quand la mort dansait autour de nous comme un fantôme affamé. Je l'ai vu regarder vers le sud chaque matin à son réveil, comme si ses yeux pouvaient percer des centaines de kilomètres de forêt et de savane pour voir cette maison, pour te voir vaquer à tes occupations quotidiennes le matin. Le voyageur marque une longue pause, comme s'il rassemblait le courage de poursuivre. Lorsqu'il reprend la parole, sa voix est emplie d'une profonde tristesse, mais aussi d'une détermination inébranlable. Lors de notre dernière nuit ensemble, alors que nous étions assiégés dans la ville de Faraj et que nous savions tous dans nos cœurs que peu verrait l'aube suivante, il ne restait qu'une petite poignée de 1000 parmi tout notre groupe, le dernier repas restant dans nos réserves complètement épuisées. La scène se dissout doucement dans un souvenir qui prend vie, teinté de ton sépia qui lui confère un air de souvenir ancien et sacré. Le camp militaire improvisé se dévoile dans la faible lumière des feux de camp mourants, entouré d'arbres rabougris qui surgissent tels des fantômes dans la nuit hostile. Des soldats en haillons, leurs uniformes ressemblant à des chiffons, sont dispersés dans le petit espace défendable. Leurs visages décharnés et leurs barbes naissantes révèlent des hommes poussés au-delà des limites de l'endurance humaine. Certains dorment sans repos, d'autres observent dans l'ombre avec des armes improvisées, tous unis par le désespoir et la camaraderie forgée dans l'adversité. Issa paraît plus jeune, mais déjà marqué par la guerre. Son regard conserve une lueur intérieure qui contraste avec la dévastation qui l'entoure. Même dans l'adversité la plus extrême, il possède une dignité naturelle, une autorité morale qui pousse les autres soldats à se tourner vers lui pour trouver conseil et espoir lorsque tout semble perdu. Il est assis sur sa couverture militaire, son djembé posé entre ses jambes. Il tient dans ses mains une petite poignée de grains de mil, peut-être assez pour un repas frugal pour une personne. Il divise les grains méthodiquement, les comptant un par un comme s'il s'agissait d'une pierre précieuse. Le voyageur, visiblement plus jeune dans ce souvenir, le visage moins marqué par les éléments, tend sa main affamée vers sa part. La faim est gravée sur ses traits, mais il y a aussi une réticence à accepter.